of the Earth is becoming higher temperature on average. But it's important to remember that this is an average. This is not everywhere is becoming warmer. So when people say, oh, the temperature is going to go up if we by 1.5 degrees or 2 degrees, that does not mean that everywhere on Earth goes up by 1.5 or 2 degrees. It does not mean that if today it's 25 degrees C, then in 10 years' time, the same day will be 27 degrees C. This overall temperature change is very uneven. Some places will go up by 5 degrees, 6 degrees on average, and other places will even drop. And it's important to remember that this global ecosystem is incredibly complex, unbelievably complex. And this is one of the things that makes climate breakdown so difficult to communicate, is this complexity. Alors, il est difficile de communiquer sur l'effondrement climatique parce que plus il y a de l'énergie thermique, plus les écosystèmes augmentent leur température. En moyenne, on dit en moyenne parce qu'on entend ici et là que la température mondiale va augmenter de 1,5 ou de 2 degrés Celsius, mais c'est vraiment en moyenne, ce n'est pas dans chacune des régions du monde. Aujourd'hui, par exemple, on peut avoir une augmentation de quelques degrés Celsius dans une région et ce n'est pas forcément la même chose ailleurs. Dans certaines régions du monde aujourd'hui, les températures augmentent de 6% et ce n'est pas le cas partout sur la planète. So there's this complexity, and there's also the fact that most of the media that we encounter about climate change, most of the books, the articles, the TV, the movies, is about what will climate change do to humans? What does it mean for us, Homo sapiens? What will it mean for our cities, for our economies, for our agriculture, and so on? Donc il y a cette complexité au sujet du réchauffement climatique. Tous les articles, les programmes télévisés, les reportages qui sont produits ici et là ont pour seul objectif de dire ce que le changement climatique signifie ou quel est l'impact sur la vie des populations, sur l'économie, sur l'agriculture et autres. So I decided, well, you know, it's not only us on the planet. Homo sapiens is not the only species that lives here. We are sharing the planet with millions and millions of other species. And perhaps it's time that to talk about them a little more. It's time to change the focus, to turn the camera away from us. Because I think for some people who think about climate change, they think maybe, how, as I said, how it will affect humans. But there is an assumption, they think, that, oh, the wild species, all these other creatures and the plants and the animals and whatever out there, they will be okay. They will sort themselves out somehow. Ok. Vous savez, l'espèce Homo sapiens n'est pas la seule qui vit sur notre planète. Je me dis qu'il est temps que l'on parle aussi des autres espèces qui cohabitent avec l'être humain sur la Terre. Parce qu'il y a cette idée préconçue qui circule dans l'opinion comme quoi le changement climatique n'affecte que l'être humain. Alors qu'il y a plusieurs autres espèces et ils se disent que ces espèces-là en dehors de l'espèce humaine s'en sortiraient. So I decided to write this book, The End of Eden. It's a very dramatic headline, but it's a title, but it's true. The subtitle really tells you exactly what the book is about, wild nature in the age of climate breakdown. And I decided to write this book in a way that would start with intimate stories of certain wild species around the world, so that you would understand how these wild species have to live, what they have to do to survive every day, and then build it out in a way that explains some of the science behind climate change and how we know how these species are being affected by climate change. And at the end of the book, I want you to be able to walk away having read a whole lot of stories about these different species
And then really understanding the mechanics, if you like, actually how climate breakdown is affecting the natural world. Not in this abstract way, but with real examples that you can use to understand how this massive change is spreading throughout the entire globe. Donc j'ai écrit ce livre avec un titre plutôt dramatique et le sous-titre dit exactement de quoi il en retourne. J'ai raconté quelques histoires de quelques espèces sauvages, de comment est-ce que ces espèces vivent et comment elles survivent. J'ai aussi puisé dans la science pour que, à la fin du livre, que le lecteur comprenne ce qu'on entend par changement climatique et comment est-ce que cela affecte toutes les espèces sur la Terre, avec quelques exemples pratiques. So, I would like to tell a few of the stories in the book to give you an idea of how I approach this topic. I'll do this in the shortest way that I possibly can. And then after that, as I say, we get into some discussion. If we could please have the first slide. I opened the book, one of the early chapters in the Mojave Desert of Southern California. Now this is a place that maybe not many people have been to. It's quite remote, but it's quite famous from the movies. And this over here is a what's called a Joshua tree plant, which is a very famous plant you would often see in movies from California. But it's a very beautiful area. This is in fact part of the Joshua Tree National Park, this photograph I took. And it looks pristine. This looks like a beautiful, untouched wilderness. You don't see any pollution, you don't see any disturbance. It seems like absolute pure nature when you go there. Comme je disais, je vais raconter quelques histoires que j'ai reprises dans mon livre. Je vais être aussi bref que possible, si vous me permettez. Et puis, nous allons passer à la phase des questions-réponses, comme je l'avais annoncé. Je vais commencer par un sujet que j'ai évoqué au début de mon livre, le désert de Mojave, c'est en Californie. C'est une zone plutôt reculée, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui y vont, mais c'est une zone qui est très connue à travers les films. Par exemple, il y a cet arbre qu'on appelle Joshua Tree, c'est une photo qui a été prise au parc Joshua Tree. C'est une région plutôt vierge où il n'y a pas de pollution, mais c'est vraiment une zone naturelle. Could we have the next slide, please? So here are some of the animals that I saw, that I photographed. There are lots of different birds. Even though it's a desert, there are birds everywhere. I met a coyote. I met a jackrabbit, which is a famous, American rabbit. Lots of lizards. The place seemed full of life when I was there in 2019. Donc là, vous avez une image des animaux qui sont dans cette région-là. Il y a des oiseaux, il y a ce coyote, le lapin, qui est très connu aussi aux États-Unis. C'était une région pleine de vie quand j'y suis allé en 2019. But in fact, this was misleading. I was actually seeing an ecosystem that has lost half of its breeding bird species in the last 100 years. About 50% of the birds that were breeding in this area of the Mojave Desert 100 years ago are not breeding there anymore. Most of them are completely gone. This idea of a beautiful, pristine, thriving ecosystem that I saw in 2019 was an illusion. And we know about this because there was a very famous scientist called Joseph Grinnell, an American, who studied the birds and the animals in this area in great detail about 100 years ago. And we can use his data to compare the situation today. Somehow, it wasn't fully understood how about half of the breeding bird species had disappeared from this place that seemed natural, pristine. Mais je dois dire que c'était une illusion, parce que j'ai appris que la moitié des espèces d'oiseaux qui vivaient dans cette zone avaient disparu. Donc cette idée d'un écosystème vierge et plein de vie était un mirage. Nous sommes basés sur les travaux de Joseph Kernel, qui a étudié
les espèces d'oiseaux dans cette zone-là il y a 100 ans. Donc nous avons fait des comparaisons et finalement, la moitié des espèces d'oiseaux qui vivaient dans cette zone-là avaient disparu. And in fact, even more research has found that many of the lizard species have disappeared too. Maybe you could just. Yeah. Oui, je dois dire que c'est la même chose pour les lézards. Près de la Yeah. moitié aussi des espèces de lézards qui vivaient dans la So, zone avaient disparu. but by coincidence, some very interesting research was being done in southern Africa, has been done in recent years, that helps us to understand why the birds have disappeared from the Mojave Desert. And I would like the next slide, please. Researchers have been studying the breeding cycles of this bird we call the yellow-billed hornbill in English. And this is a very typical bird of the dry savannas of southern Africa. You see them everywhere. They are very loud, noisy, charismatic, intelligent, funny birds that you will see all over these areas. And researchers in South Africa were studying their breeding cycles in the Kalahari, and they noticed that for some reason that they didn't fully understand too, the breeding success of this bird was declining very, very fast. The babies were either dying in the nest or shortly after they left the nest. Et comme par coïncidence, plusieurs études ont été menées sur le continent africain, sur les mêmes sujets. Et les chercheurs se sont focalisés par exemple sur cette espèce de calao, qui est un oiseau très courant en Afrique australe. Ce que l'on a constaté, c'est que dans le désert du Kalahari, le système de reproduction de ces oiseaux-là avait été affecté par le changement climatique. Les petits de ces calaos n'arrivaient pas à arriver enfin, ne grandissaient pas, si vous me permettez. So they started looking more at the bird's behavior in great detail to try to understand why are the young birds dying. Because it wasn't like a dramatic disappearance of the species overnight. It wasn't like they were finding dead hornbills lying everywhere. It was just this kind of quiet thing of the young just not surviving. Les chercheurs se sont concentrés sur les comportements de ces oiseaux. Ils se sont posé la question de savoir pourquoi est-ce que les petits n'arrivaient pas à survivre. Ils n'ont pas constaté qu'il y avait différentes carcasses de ces calaos arrivent à survivre à cette hausse de température en allaitant. C'est une technique de reprise d'énergie, si vous voulez, de régulation de la température. Ils se mettent dans un coin à l'ombre et ne font rien, ils restent immobiles pour finalement regagner la température normale de leur organisme. And so if we could have the next picture, please. Here is a picture of one of the study birds doing nothing. Now, you would think, oh, this is a fantastic technique for surviving the increasing temperatures of the heating world. But actually, what's happening is the Kalahari region, like so many other hot regions, is heating up much faster than the global average. And in the past, just 10 years ago, these birds, maybe on a hot day in the summer, they would have to spend 1 or 2 hours doing nothing to survive. Today, they might have to spend 3 or 4 hours doing nothing in order to survive. Là, vous avez l'image d'un calao qui allaite et vous pourriez peut-être penser que c'est une bonne technique finalement de survie, rester là à ne rien faire. Mais la zone dans laquelle ils vivent est une zone qui connaît des températures, une hausse de température assez rapide. Il y a par exemple 10 ans de cela, ils prenaient de 1 heure à 2 heures pour réguler la température. Aujourd'hui, ils passent entre 3 et 4 heures pour réguler leur température interne. And the simple story is, the more time you spend doing nothing, the less time you have to find food for your babies. And so the babies of these birds are becoming malnourished and they are dying
before they leave the nest, or as I say, shortly after they leave the nest. And now, an adult yellow-billed hornbill can live for 15 years, sometimes even 20 years. So it's not immediately apparent that there is a crisis here. If I go to the Kalahari, I still see yellow-billed hornbills everywhere. But if I go there 10 years from now, I probably will see none. In fact, the temperature rise at the moment, it's predicted that by 2027, just 3 years from now, the breeding failure rate of this bird will be 100% in the Kalahari. At the rate the temperature is rising, they will not be able to produce any babies from 2027 onwards, and 15 or 20 years later, they will disappear from this large part of southern Africa. Donc cette technique d'allaitement, ce n'est pas, je veux dire, elle ne se fait pas de manière fortuite. Elle prend du temps pour les adultes, des adultes Kalao, pour qu'ils trouvent de la nourriture pour leurs petits. Donc ce qui a été constaté, c'est que les petits des Kalao sont mal nourris. Donc la crise dont je parle, ce n'est pas une crise qui concerne forcément les adultes, donc les Kalao adultes, parce que bon, c'est des espèces qui peuvent vivre entre 15 et 20 ans. Donc si je vais tout de suite dans la zone du désert de Kalahari, on peut toujours voir des adultes Kalao. Mais d'ici, je veux dire 2027, par là, si on repart dans cette zone, on y trouvera moins de Kalao parce que le taux de reproduction va baisser. So, this is in fact the reason why birds are disappearing from dry, hot areas around the world. Scientists are now finding that birds are disappearing from hot areas of Australia. They're finding them disappearing from hot areas even in southern Europe. They're disappearing from hot areas of North America. Everywhere that scientists are now looking at birds in hot areas, they're finding species disappearing. Again, it's not dramatic, like thousands of dead birds lying everywhere. It's just this quiet failure to breed due to a small increase in temperature destroying the daily schedule of these birds. Donc les scientifiques aujourd'hui constatent que dans toutes les zones chaudes de la planète, les espèces d'oiseaux disparaissent en Australie, en Europe du Sud, en Amérique du Nord également. Donc ce n'est pas un constat, comme je le disais, d'espèces qu'on trouverait morts ici et là, mais c'est une disparition subtile qui se fait pas forcément au vu au su de tout le monde. And it's exactly the same reason that lizards are also now being found to be disappearing from hot areas all over the world. Scientists have now started looking in recent years. I've seen myself in areas of the USA, lizards are literally starving because they don't have time to catch insects enough anymore, because they have to spend so much of the day. For lizards, they go underground to stay cool. They don't have time to find food anymore. So it's a question of temperature affecting time. C'est la même chose pour les lézards. Moi-même, j'ai visité des régions des États-Unis d'Amérique où il y a des espèces de lézards qui disparaissent parce qu'ils passent plus de temps à réguler leur température plutôt que d'aller chercher à se nourrir, à attraper des insectes. Donc c'est vraiment une question de température qui affecte finalement le temps pour les espèces de continuer de vivre. Okay, next slide, please. So I will tell you I will try to keep this moving. It's a story about another bird. This is a very special bird from Puerto Rico, the island in the Caribbean. It's called the Puerto Rican parrot.
and it is one of the most special emblems of the island of Puerto Rico. In fact, a few hundred years ago, there were probably 1 million of these birds living on Puerto Rico before the white European settlement of the island. But the Europeans chopped down all the forest, and by the 1960s, due to this chopping down of the forest and some other reasons, there were only about 25 of these birds left in the wild. By the end of 1960s, they were almost extinct. Alors je vais vous raconter l'histoire d'un autre oiseau, le perroquet de Puerto Rico. C'est l'emblème du pays. Il y a 300 ans à peu près, 1 million d'individus de cette espèce existaient dans la zone, je veux dire bien avant l'établissement des Blancs. Et à la fin des années 60, donc des années 1960, à peu près 20 individus avaient été recensés dans cette zone. So this was one of the first birds listed under the American Endangered Species Act. It was a law that was brought in the 1970s to stop species going extinct. And conservationists and biologists spent an enormous amount of effort saving these birds from extinction. And the primary method they used in the early days, in the 1970s, was the few nests of this bird that still existed in the forest. When the birds laid eggs there, they took the eggs out of the nests and raised them artificially in an incubator. And this is a method that makes the birds reproduce faster, because if you take the eggs very early, then the birds will naturally lay more eggs. So you can raise some in captivity and let the birds raise more in the wild. Cette espèce a été parmi les premières espèces à être protégées par une loi aux États-Unis dans les années 70. Alors ce qu'ils ont fait, c'est que les quelques nids qui restaient de ces perroquets contenaient des œufs, et ils ont utilisé une technique, c'est-à-dire retirer les œufs des nids de ces perroquets pour les mettre ou les placer dans des incubateurs. C'est aussi une technique qui encourageait, si vous voulez, ces perroquets à produire plus d'œufs. Donc il y avait des œufs dans les incubateurs et d'autres dans la nature. So the scientists and the researchers became very good at raising the babies in captivity. And they used foster parents of a different parrot species to help to raise the babies in captivity. There's another parrot called the Hispaniolan parrot. It looks very similar to this one. It is a close relative from another island in the Caribbean. And they got some captive birds that were kept as pets by people of this other species, the Hispaniolan parrot. And they used those birds as foster mothers and fathers for the babies of the Puerto Rican parrot inside their captive facilities. Donc les scientifiques et les chercheurs ont trouvé vraiment de bonnes techniques pour améliorer ou sinon accroître la reproduction de ces perroquets. Ils ont utilisé une technique d'adoption en fait des perroquets d'autres îles. Il y a une espèce par exemple qu'on appelle le perroquet espagnol. Donc on plaçait des œufs dans des nids d'autres espèces de perroquets plutôt que les perroquets portoricains. So this seemed to be a very good idea until they started releasing the captive bred birds back into the wild with the few remaining wild birds. And then they discovered that the captive birds, the birds who had been born in the cages and raised in the cages by the different parrot species, were dying at a very high rate in the wild. And they figured out the reason is they could not speak to the wild Puerto Rican parrots, because parrots have culture, parrots have language,
And wild Puerto Rican parrots warn each other of predators. So there's a bird called the red-tailed hawk. It's a bird of prey, and it attacks these parrots. It really likes eating these parrots. And the wild Puerto Rican parrots warn each other, oh, there's a hawk, hide away. But the birds that were raised in the cages by a different species couldn't understand them. And so the hawks killed a lot of the captive raised birds. Alors, c'était plutôt une très bonne idée, jusqu'à ce que les perroquets élevés en cage ont été relâchés dans la nature. Et les chercheurs ont constaté que les perroquets qui étaient élevés en cage mouraient ou avaient le plus fort taux de mortalité dans la nature. La raison étant qu'ils ne comprenaient pas le signal qu'envoyaient les perroquets élevés dans la nature. En fait, les perroquets ont une culture, ils ont un langage, et les prédateurs tels que l'épervier à plumes rouges qui attaquent les perroquets est très présent dans cette zone aussi. Et donc les perroquets ont un signal d'alerte, sauf que les perroquets qui ont été élevés en cage ne comprennent pas le langage des autres perroquets élevés dans la nature. So it took them a very long time to build up the numbers of this wild flock, because most of the young birds they released were killed. And they tried very hard for many years, and by the late 2010s, by 2016, 2017, they managed to raise the number of birds in this flock from about 25 to about 50. Donc cela a pris du temps. Cela a pris du temps pour que les chercheurs augmentent le nombre d'individus des perroquets élevés en cage, parce que la plupart mouraient dans la nature. Ce n'est qu'autour de 2016-2017 qu'ils ont pu augmenter ce nombre, passant de 25 à 50 individus. Okay, can we have the next slide, please? And just when the conservationists were feeling like, oh, we are having some success, we have doubled the number of wild birds, along comes Hurricane Maria. This is 2017, September. You can see the island of Puerto Rico is right in the middle of the image here. It's very small. You can see the hurricane is much bigger than the whole island. And these big super hurricanes are becoming larger and more intense because of global warming, because of climate change, because there is now more energy in the atmosphere, there's more energy in the ocean, there's more temperature in the ocean. It makes these hurricanes much, much stronger than before. Alors, juste au moment où ils pouvaient commencer à célébrer leur succès, c'est à ce moment que l'ouragan Maria est arrivé. En septembre 2017, vous pouvez voir sur la diapositive, au milieu, c'est l'île de Puerto Rico, et puis en rouge, l'ouragan qui est plus grand que l'île elle-même. Donc les ouragans deviennent plus grands, plus violents en raison du changement climatique. C'est ça. So, if we could have the next picture, please. The forest that the parrots lived in was turned into this in a few hours. And most of these 50 free-flying birds were killed in the hurricane. And a few survived, but the few that survived, their color is bright green. And in the natural forest, this is good camouflage. They hide in the leaves. But when the land turns brown, they stand out. And so the last few parrots were killed by the last few hawks, birds of prey, that survived. La forêt dans laquelle ces perroquets vivaient a été dévastée en quelques heures, et la plupart des 50 individus qui avaient été recensés ont été tués. Quelques-uns seulement ont pu survivre. Mais la couleur verte de leur plumage est un très bon camouflage
dans la forêt, sauf que quand la forêt devient ou bien prend cette couleur-là, ils sont plus facilement repérables. Donc les derniers qui ont survécu ont été tués par les autres derniers des éperviers. So today, the Puerto Rican parrot as a species, it technically still exists. There are a few hundred of them in captivity in the cages. They have released some more. There are now some other free-flying flocks, but they have to feed them extra food, and they lose a lot of them to predators. But in a way, the species is half extinct because the culture, the language of this bird that evolved over more than 500,000 years to be different from the language of other parrots, this language that they use to navigate their world is gone. In a few hours, the culture of this animal was destroyed. So in a way, we should think about extinction not only of the animal disappearing, but the more we research animals, the more we realize they have very sophisticated culture too, and climate breakdown is impacting culture as well. Aujourd'hui, il y a encore des perroquets portoricains. Il y en a à peu près 200 individus qui continuent de voler. Les chercheurs continuent de les nourrir et les protéger des prédateurs. Donc l'espèce existe toujours, sauf qu'elle a presque disparu. On peut dire qu'elle a disparu de moitié à cause de la culture qui a disparu avec les perroquets qui vivaient dans la nature. Donc le langage des perroquets, la culture des perroquets a totalement disparu en quelques heures seulement. Je dois aussi dire que plus on mène des recherches sur les espèces sauvages, plus on comprendra l'importance de leur culture et l'impact que le changement climatique peut avoir sur celle-là, la culture. Could we have the next picture, please? I'll tell a story about another bird. I like birds. This is a bird called the red knot. It comes in different kinds. This particular, there are 6 different subspecies or types of red knot. The particular one I'm talking about now we call the African Siberian red knot, because this bird is one of the little brown birds you sometimes see on the edge of lakes or shores. We call them shore birds. Je vais parler d'un autre oiseau, j'aime bien les oiseaux. Ici, je vais vous parler du Bécasso maubêche, qui a 6 types de Bécasso. Celui sur lequel je vais m'attarder, c'est le Bécasso afro-sibérien. C'est un oiseau qu'on trouve généralement au niveau des côtes. So this bird breeds in far northern Siberia, northern Russia, in the tundra, very close to the North Pole, the last edge of land over there. And every year it migrates to spend the non-breeding season on the wetlands of West Africa in Mauritania. Cet oiseau est un oiseau migrateur. Il se reproduit en fait au nord de la Russie, la Sibérie, dans la toundra, et revient en Afrique, en Mauritanie. In Mauritania. Yeah. Mauritania. And this distance that they fly is about 10,000 kilometers. So this small bird flies 10,000 kilometers and 10,000 kilometers twice a year. It flies 10,000 kilometers. Donc, il parcourt 10 000 kilomètres aller et 10 000 kilomètres au retour entre la Mauritanie et la zone au nord de la Russie. Now, the area in Siberia where it breeds is usually covered in snow and ice, right? It's impossible for a bird like this to survive there. There's no way to find anything to eat. But in the northern summer,
very suddenly the ice starts to melt, the snow goes away, and the tundra, this landscape of the north, comes to life. Very quickly, insects appear. Very quickly, plants begin to grow. La zone vers laquelle ces oiseaux migrent, donc en Sibérie, est une zone glaciaire. Il n'y a pas grand-chose là-bas, sauf qu'en été, la glace commence à fondre et des insectes arrivent, des plantes commencent à pousser et de la vie renaît à ce moment-là. So for less than 3 months, the Siberian landscape is full of life. And these birds have evolved over tens of thousands of years to fly north from Mauritania and to arrive in Siberia just within a day or two of the snow and the ice beginning to melt. En moins de 3 mois, la vie renaît sur la zone dans laquelle ces espèces ou ces oiseaux migrent. Sauf que cette espèce s'est adaptée pendant des dizaines de milliers d'années à arriver en Sibérie seulement au moment où la vie commence à renaître et qu'ils peuvent se nourrir. It takes these birds less than 1 week, just a few days, to find a mate. Male and female get together. They lay 4 eggs on the ground and they start to incubate the eggs. The eggs take about 2 weeks to hatch. Alors, ça prend à peu près 1 semaine pour que ces oiseaux arrivent à se faire un nid sur place, que l'espèce mâle et l'espèce féminine se croisent. Ils pondent 4 œufs et la période d'incubation des œufs, c'est 2 semaines également. And in 2 weeks, the babies hatch, and this is the correct time because the insects have also been laying eggs and growing. As soon as the babies hatch, the insect population is very high, and the babies have a lot of insects, a lot of protein to feed on. And they grow really fast. Within 2 weeks, the babies can fly. C'est un très bon timing parce que après les 2 semaines d'incubation des œufs, le nombre d'insectes accroît dans la zone. Et donc, quand les petits de ces oiseaux éclosent, ils ont finalement de la nourriture en abondance. And then they spend another week or two, the young babies, getting fatter, eating more protein. And then, with the genetic guidance, they turn around and they begin to fly back to Mauritania. So the breeding cycle of this bird has to be very compact to stay within this small window of time that they have when the place is not covered in ice. Donc, entre 1 et 2 semaines de vie de ces petits qui prennent du gras parce que ils ont beaucoup de protéines, ils ont de la nourriture à foison, ils prennent maintenant le chemin du retour vers la Mauritanie. Donc, vous comprendrez que le cycle de vie de cet oiseau, cette espèce d'oiseau, est vraiment conditionné par le temps. So this is how the system has worked for tens of thousands of years. But now, because the globe is warming and the polar regions, Arctic and Antarctic, they're warming about 3 to 4 times faster than the average of the globe, this time when the snow melts is coming earlier and earlier every year. In fact, now, today, the average snow melt in Siberia is 30 days earlier, 30 days earlier than in the 1980s. Donc, le réchauffement de la planète fait que les températures augmentent et elles augmentent 3 à 4 fois plus rapidement dans les zones glaciaires. Et aujourd'hui,
la fonte des glaces arrive 30 jours avant la date ou la période à laquelle elle est arrivée dans les années 1990. So, but the birds, they start their migration from West Africa. They can't see that the ice is melting earlier and earlier every year in Siberia. They have no idea that this is happening. So they are keeping to their old schedule that worked very well for them. And what this means in a short term is when they arrive in Siberia, they have their babies, they lay their eggs, their babies hatch. By the time the babies hatch, the insect populations are not at their peak anymore. The insect populations are dropping. And the insect populations are also being affected by the heat. So again, we have a situation where warming is driving malnutrition of babies. These birds young do not get enough insects of high protein insects anymore. Ce qui se passe maintenant, c'est que les oiseaux qui partent de l'Afrique de l'Ouest, donc de la Mauritanie, n'ont aucune idée de ce qui se passe en Sibérie. Ils ont des habitudes génétiques qu'il faut, qu'ils respectent. Donc sur le court terme, ces oiseaux partent de la Mauritanie, ils arrivent sur place, donc en Sibérie, ils pondent des œufs, les petits éclosent, et puis bon, il n'y a pas d'insectes finalement, parce que les insectes également pâtissent de la montée des températures, donc de la chaleur. Donc le réchauffement, donc la montée des températures cause la malnutrition des petits bécassos. So this malnutrition does not kill the baby birds, but what it does is it makes their beaks, the beak of the bird, on average about 4 millimeters shorter. Just 4 millimeters. Alors, cette malnutrition ne décime pas la population des petits bécassos. Ce qui se passe, c'est que leur bec diminue. Donc, leur bec diminue de 4 mm. And so they fly all the way back to Mauritania, to West Africa, where this picture is taken. And in Mauritania, they need to feed on tiny little clams, little shellfish. Did you see in that picture? Donc, ces petits volent dans le sens contraire vers la Mauritanie, et une fois sur place, ils se nourrissent de ces moules que vous voyez. Cette photo a été prise en Mauritanie. And this 4 millimeters suddenly has a big consequence in West Africa, because the clams live on average just about 35 millimeters under the surface of the mud. But now this 4 millimeters means that the birds cannot reach most of the clams. And so in desperation in West Africa, they begin to eat vegetation. They begin to eat seaweed to try to stay alive. But over the next few months, around 90% of them today starve. And so this species is spiraling into extinction. The scientists who study them think that they will be extinct by 2035. There will be no more of them because they are a little bit malnourished and they lose a little bit of their beak length, and 10,000 kilometers away from where they were born, they starve. Donc la taille de leur bec pose un problème, je dois dire en Afrique de l'Ouest, parce que les moules se trouvent à peu près 45 mm dans la boue, et donc ces oiseaux n'arrivent pas à atteindre
s'émoule. Donc il se retourne maintenant vers de la végétation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, près de 90% de ces poissons souffrent qu'on connaisse la famine. Les chercheurs disent que d'ici 2035, cette espèce aura disparu. So this is an illustration of how subtle, how quiet a lot of these little changes are in the natural world that are being caused by very small changes in temperature, can lead to very small changes in a bird's beak, which can be the end of the species. Voici donc là un exemple de comment des changements subtils ou un effet subtil de changement climatique peut affecter toute une espèce. Et dans ce cas de figure, c'est le bec. And this science that it took many scientists 30 years of work to understand the story of the Afro-Siberian red knot. There are very few species that are studied so carefully. And it raises the question, what else is going on in the natural world that we don't understand at all? Because there are not enough scientists in the world to study these things. Alors, les scientifiques ont pris 30 ans pour étudier cette espèce de Bécasso mobeche. Et je dois dire qu'il y a très peu d'espèces comme ça qui font l'objet des études des chercheurs, ce qui veut dire que il y en a encore un grand nombre qui restent à découvrir. Et voilà, pour que nous comprenions l'impact du changement climatique sur toutes les espèces naturelles. Could we have the next picture, please? I will end with a little bit of a personal story, which I talk about in the final chapter of the book. Towards the end of 2019, I traveled to Australia to see the end of what they were calling the Black Summer bushfires. I'm not sure if you remember, but there was quite a lot of global news just before the COVID pandemic about these incredible fires in Australia. And I went there to see the aftermath, not the fires themselves, but immediately afterwards, what happened in the landscape, what did it look like? Je vais terminer avec une histoire un peu plus personnelle. Vers la fin de l'année 2019, je me suis rendu en Australie pour voir de mes propres yeux les conséquences des incendies de forêt, ce qu'ils ont appelé Black Summer Bushfires. C'était, si vous vous rappelez, c'était l'objet un peu des grands titres dans les journaux, ces incendies en Australie. Now, you must understand, fire is normal in a lot of Australia. Most of Australia's ecosystems are adapted to fire. In fact, they need to burn. For many of the species, fire is like a rejuvenating force in Australian landscapes like this one. Here's a picture I took of a typical Australian eucalyptus forest, eucalyptus landscape, dominated by these eucalyptus trees. Je dois dire que le feu ou les incendies dans les forêts en Australie sont généralement un phénomène naturel. C'est un phénomène qui permet la régénérescence de certains écosystèmes. En fait, c'est une force, je dois dire. Cette photo a été prise par moi-même en Australie. C'est une forêt d'eucalyptus. Can we have the next picture, please? So, but now, again, just because of small rises in temperature, what is happening is the Australian forests are drying out. And a slightly drier forest, when it gets a fire, the fire is a lot hotter and a lot more intense than the species have evolved to deal with. Donc à cause de cette montée des températures, les forêts en Australie s'assèchent
Et donc, les incendies sont sont plus grands, ils sont plus virulents. So when I travel to Australia, normally I've seen many fires in my life in many different ecosystems all around the world. I'm not scared of fire. Fire is a totally normal thing for me. But I saw these massive landscapes where everything was burned. Normally in a fire ecosystem you get a Il a un souci avec le micro? Yes, yes. Hello, you hear me now? Okay, so normally you will see a few trees surviving in the landscape. Here and there, some things will remain alive. But in Australia, I saw this incredible, every single tree was burned, as far as I could see. One, ok. Yeah. Donc j'ai pu voir dans ma vie plusieurs incendies, j'ai pu visiter plusieurs écosystèmes, je n'ai pas peur du feu, je dois le dire, mais quand je me suis rendu en Australie, j'ai vu tout ce paysage en cendres, tout avait brûlé et c'était désolant. Could we have the next picture, please? And the fire was so extreme that it burned the soil, the earth. It burned all the organic matter deep into the soil. The soil turned to ash. Le feu était si intense qu'il avait brûlé jusqu'au sol, jusqu'aux matières organiques. And all of this ash blew, when the rain came, instead of rejuvenating the landscape, the rain washed all of this ash into the rivers. And it destroyed the rivers. All of the fish died. All of the animals died. All of the frogs died. There were hundreds of kilometers of dead rivers in these areas, filled with this black ash. Donc tout avait été réduit en cendres et une fois que les pluies étaient revenues, au lieu de redonner la vie dans la zone, la pluie a déversé les cendres dans les fleuves et les rivières. Et finalement, les poissons, tous les animaux, les crapauds, sur des centaines de kilomètres, on n'avait plus que le paysage de fleuves et de rivières mortes. So next picture, please. So this is the landscapes I saw everywhere. I could see 20 or 30 kilometers, everything burned all around me. Literally millions of hectares burned, without even small groups of trees surviving, just burned. Donc voilà ce que j'ai vu. J'ai vu tout autour de moi une vingtaine, une trentaine de kilomètres de cendres. Cette image que vous voyez, des millions d'hectares d'espèces décimées par le feu. Next picture, please. Even, like I said, the soil, all the organic matter was gone. There was no soil anymore. It was just sand on the ground. And in many places, the fire was so hot, it shattered the rocks that had been in the forest. It broke the rocks. Comme je l'ai dit, tout n'était plus que cendres et l'incendie avait même brûlé le sol. Ce que vous pouvez voir ici, c'est les cendres qui ont même causé des craquelures sur les rocs. Next picture, please. And I said, you know, this is the kind of thing that I was seeing all over parts of Australia. Here we have a little part of next to the road where it wasn't quite so hot. So some of the seeds of the grass survived in the soil over here.
And with a little bit of rain, there was some grass next to the roads. That was the only place where there were living plants in this landscape for a long time. And the few animals that survived the fire then went to the roads to look for something to eat, and they were killed by cars. So I saw many dead kangaroos next to the roads. The survivors were then killed by the cars. Voilà ce que j'ai pu voir une fois en Australie. En fait, la zone au bord de la route est la seule où il y avait quand même encore de la matière organique, et puis des espèces qui fuyaient le feu se sont rapprochées des routes pour essayer de survivre. Et les kangourous qui ont survécu ont été abattus ou tamponnés par des véhicules. I mean, I honestly don't know how this kangaroo survived the fire in the first place, but anyway. Je me demande encore comment ce kangourou a pu survivre à l'incendie, mais bon. So, a lot of these ecosystems have now been fundamentally changed very quickly by these new intense fires. I mean, if you go back to Australia today, you will see it looks like a forest, it looks green, you know, and so on. But actually, the ecologists who study these forests, the scientists who really understand the forests, will tell you that many species of trees are completely missing now. They have been completely erased from that forest. It is actually a completely different forest, a much simpler forest that has come back from the fires. Donc, ces écosystèmes ont été totalement détruits par les feux. Et aujourd'hui, si vous y allez, vous allez voir de la verdure, mais les chercheurs, les scientifiques vous diront qu'il y a plusieurs essences d'arbres qui ont totalement disparu. Donc aujourd'hui, c'est devenu des forêts plus simples, je dirais. And then the next picture, please. And just to add to this, in the last few months, we have seen ocean temperatures higher than ever before in history, and the coral reefs of Australia, the famous Great Barrier Reefs, are bleaching. In other words, these corals are essentially dying because of the heat of this on a scale that has never been seen before. So we are seeing both subtle changes like the ones that I spoke about earlier with the birds, but we are also seeing some very dramatic, large-scale effects now coming into play in some parts of the world due to climate breakdown. Aujourd'hui, juste pour terminer avec ça, nous avons constaté une montée de la température des océans, une montée, je veux dire, plus grande que jamais auparavant. Là, par exemple, c'est la grande barrière, les coraux en Australie qui meurent littéralement à cause de la chaleur. Donc oui, comme nous l'avons vu plus tôt, il y a des changements subtils, des petits changements qui affectent les espèces, mais il y a aussi des changements qui causent des effets plus grands qu'on peut observer ici et là dans certaines régions du monde. And to end off, I think the important point that I would like to make is that we are moving into an era of the unknown. We are moving into an era where the world is becoming much more unpredictable because the global ecosystem is so complex that even with all the scientists in the world using all their abilities, we cannot predict a lot of the changes that we are going to be seeing and that we are already seeing in ecosystems. And some of these things we can understand. Some of them we might be able to predict. But the system, again, is simply too complex to make really good predictions about. So I think this is the difficult part. We need to start dealing with uncertainty.
We need to start understanding the unknown, even though that sounds like a paradox. We are, as I say, we are moving into not a new normal, because there is no new normal. We are moving into a new chaos, in a way. And I've seen that now myself very clearly from writing this book. It is not a theoretical thing to me anymore. It is absolutely real. I have seen these things around the world. Pour terminer, je dois dire quelque chose de très important. Nous entrons dans une ère, je dirais, de l'inconnu, de l'imprévisible. Même si la science s'attelle à faire des prédictions sur les changements qui s'opèrent actuellement dans les écosystèmes, je dirais qu'il est difficile d'abord de comprendre et de prédire ces changements. Il est encore plus difficile de faire de bonnes prédictions. Donc nous devons commencer à nous accoutumer à cette imprévisibilité et à l'inconnu. Nous n'allons pas vers une nouvelle normalité, je ne dirais pas ça, je dirais que nous allons en fait vers le chaos. Avant, c'était de la théorie pour moi, mais aujourd'hui, même en écrivant ce livre, je dois dire que c'est des choses réelles, des choses qui se produisent véritablement sur notre planète. And this is a strange chaos. Some people in English, they use the term global weirding instead of global warming. You know, global warming being climate, global weirding. And I think that's a very good term. Some places you go to, especially where I live in Cape Town, it seems like the climate is not changing that much. It seems okay. There are various parts of the world where it seems okay. Then you go to other parts of the world and things are very obviously changing extremely dramatically. And again, this is part of what makes this new era so weird. It's very subtle in some places and very obvious in others. And it's changing very slowly in some places and very fast in others. So it's very difficult to really understand a lot of what is going on. Ce chaos, je dirais, est étrange. En anglais, il y en a qui utilisent le terme réchauffement climatique, global warming, mais moi je dirais que c'est une bizarrerie mondiale, global weirding. À Cape Town, où je vis par exemple, tout semble être normal. On n'a pas vraiment l'impression qu'il y a de grands changements. Sauf que dans certaines autres parties du monde, on peut voir qu'il y a un changement drastique en raison du réchauffement de la planète. Et c'est pour cette raison que j'insiste sur le terme global warming, bizarrerie mondiale, je dirais. So I would just like to end with a beautiful picture of a natural area very close to my house in Cape Town. It has amazing flowers, amazing birds, very beautiful. But just, I'm constantly reminded that unless we find very quick ways of reducing and eliminating our fossil fuel use, our use of coal, oil and gas, and until we find ways of not destroying more natural ecosystems that release more of this gas, the days of this scene are numbered. Je vais terminer avec une photo qui a été prise près de chez moi, près de ma maison où je vis en Afrique du Sud, avec de belles fleurs et des oiseaux. Je dirais que il est temps de trouver des palliatifs ou des substituts aux énergies fossiles ou le moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre comme nous le faisons aujourd'hui. And thank you very much for coming, and I would like to open the floor to some questions. I'm not exactly sure how much time we have, but let's begin. Merci beaucoup d'être venu. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais on peut ouvrir la session questions-réponses si vous le permettez. On y va.
And because it's what people do nowadays, this is my social media, blah, blah, blah. Juste pour votre information, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur ces hashtags. Hello? There must be at least one question. Je crois qu'il y en a au moins une question. Merci, Marie-Chantal Don, Gabon Télévision. Je vais m'appesantir sur le concept d'effondrement. Vous disiez que vous parlez plutôt de l'effondrement du climat au lieu de changement climatique. Alors nous, ici au Gabon, on parle de changement du climat. Parce qu'ici, nous avons la grande saison des pluies, la grande saison sèche, petite saison de pluie, petite saison sèche. Et nous avons constaté que la chaleur a augmenté, la température a augmenté. Par exemple, cette année, on a eu des températures juste de 40 degrés. Et les pluies aussi ont diminué. En grande saison de pluie, il y a des mois où il pleuvait beaucoup, par exemple le mois de janvier, de mars, mois de novembre, mais les millimètres d'eau ont diminué comparé aux années antérieures. Et la question que je vais vous poser est la suivante. Quelle différence faites-vous entre le changement climatique et l'effondrement du climat? Merci. Marie Chantal from Gabon Television. You talked about climate breakdown, and here in Gabon we usually talk about global warming, climate change, and we also have 4 seasons, 2 dry seasons and 2 rainy seasons. We have noticed during the last couple of years that the temperatures have risen quite a lot. This year, for example, we have had a peak of 40 Celsius degrees. The rain patterns as well has changed. Generally, between January and March, there are a lot of rain, but this also has changed. My question specifically is, what is the difference that you make between climate change and climate breakdown? Okay. So I will get a little bit technical, if you don't mind. Hopefully we can. Hopefully we can keep up. So I'm very interested in a field of study called cognitive linguistics. This is a field of scientific study, understanding how words affect the way our psychology works and how our psychology affects the words we use. Maybe you could. Je vais être un peu technique, si l'interprète me le permet. Je suis intéressé par une science qu'on appelle la linguistique cognitive. C'est une science qui consiste à étudier l'effet des mots sur la psychologie. So, there is a school of thought in cognitive linguistics called framing theory. And this says that every single word we have in our mind sits on a structure of other simpler words and concepts that are underneath it. So, maybe you could just translate that. Every word is on top of other words, other ideas. And when we say a particular word, subconsciously all these other ideas are activated at the same time. Il y a une école de pensée qu'on appelle framing theory, la théorie, je dirais, du cadre, qui en fait
stipule que les mots dictent la pensée, si on peut le dire. Que chaque mot édicte les pensées que l'on peut avoir. Donc les mots sont au-dessus des pensées. So the word climate, it sits on top of a lot of other words and ideas that we learn through our lives. So climate sits inside words like nature, natural. For example, in English we talk about the natural order of things, the natural order of the seasons. It's like God made this, like it's predictable, it's solid, it's a structure, there are times of the year. Ideas like this are activated in your mind when you say the word climate. Donc le mot climat, par exemple, est inclus dans l'idée de nature ou de ce qui est naturel. On pense par exemple à l'ordre naturel des choses, de ce qui viendrait de Dieu, par exemple. Donc climat rime avec structure, quelque chose de solide, de carré. Now the word change is exactly the opposite of all of these ideas that live underneath climate in the structure, in the conceptual structure. Donc quand on dit climat, toutes les autres idées sont tout de suite activées. Et le mot changement, I think that you should repeat that part. Please. Okay, so the word change is exactly opposite to the ideas of predictability, nature, God ordered. You know, it is a complete contradiction to the ideas that live around the term climate. Donc le mot changement en fait est contradictoire, il est opposé au mot climat parce que quand on parle de changement, on n'est plus dans l'idée de la prédictabilité, l'idée de la nature, l'idée de l'ordre, je dirais. So when you put the two terms, climate and change, together, it causes what the cognitive linguists call a deep frame conflict or a deep frame clash. You are forcing two ideas together that contradict each other on a subconscious level. Okay? Now, what this does, and the psychologists have spent many years studying this, if you force two contradictory ideas together to people, many people reject that idea completely. They deny it because they cannot tolerate this conflict subconsciously. They sometimes get very angry or they pretend it does not exist. And when you look at the reaction of many people to the idea of climate change, it is exactly this. You see people say, oh, it's not real. Or they pretend that it doesn't exist. Or they react in a very intuitive way, very aggressively. They want to reject it. Ok. Donc, il y a cette notion que les linguistes cognitifs appellent le clash, le deep frame clash, qu'on pourrait traduire par clash de Conflict. cadre, It's like a un conceptual conflit d'idées, un conflict. conflit de concepts finalement. Yeah. Et c'est ce qu'on fait quand on oppose ou on utilise dans la même expression deux mots de sens contraire tels que climat et changement. Et ils en sont arrivés à la conclusion que quand on oppose des termes tels que climat et changement, la plupart du temps, les gens rejettent l'idée qu'on veut véhiculer. Donc, les gens sont dans le déni. Ils réagissent de manière intuitive. Ils prétendent que bon, ça n'existe pas. Quand on dit changement climatique, c'est parce qu'il y a cette opposition que j'ai expliquée au début. Vous voyez, les gens réagissent de manière émotive. Ils disent non, ça n'existe pas.
ils sont dans le déni. So it's quite subtle, but when you use the term breakdown instead of change, breakdown acknowledges a structure. It acknowledges the ideas of structure and predictability that sit underneath climate. And so you're saying, by using the term breakdown, you are being honest about the subconscious foundation of climate. And people accept that more. People can understand that more. It doesn't generate the same level of subconscious conflict that the word change does. This might sound funny to you, but I spent quite a lot of time reading about this. And in fact, what is really interesting is that in the early 1990s, the late 1980s and early 1990s, when climate change started to become an issue in the media, they were then talking about global warming, and then some people said, well, warming, it sounds quite nice. We should change this a little bit to global heating, right? Because that is more honest, that sounds more harsh. But it's fascinating that the fossil fuel companies in America, Chevron, ExxonMobil, they were the ones who started using the term climate change. And I think it was deliberate because we know now through a lot of journalism and so on that these companies have spent a lot of money. You know, they employ psychologists, public relations officers and so on to find just the right words to promote their products. We know that American political parties, for example, have spent hundreds of millions of dollars researching just the right words to use to communicate these things. And it's very interesting to me that at the time when the scientific community was trying to talk about global heating, the fossil fuel companies were talking about climate change. Quand vous utilisez le terme effondrement, cela va avec l'idée de structure, de prédictabilité qui sont attachées au climat. Et ainsi, les gens pourraient l'accepter plus facilement, ils pourraient comprendre ce terme. Ça peut paraître amusant pour la plupart des gens, mais bon, j'ai lu énormément sur le sujet. Dans les années 80, les années 90, lorsque l'on a commencé à parler de ce sujet-là, donc le changement, disons le réchauffement climatique à la télé, il y a eu des réactions, des figures qui trouvaient que le mot warming en anglais, réchauffement, était un peu plus candide, que c'était un peu soft. Et ils auraient préféré que ce soit plutôt heating, qu'on pourrait littéralement traduire en français par chauffage. Donc c'est Chevron et ExxonMobil qui ont commencé à utiliser ce terme de réchauffement climatique et ils se sont investis pour que ce terme reste. C'est la même chose que font les entreprises dans leur campagne de publicité, même le gouvernement américain, en termes dans la politique, je veux dire, il y a des termes qui sont choisis et ils s'investissent pour que ces termes-là soient acceptés dans l'opinion. So I hope that was not too complex. J'espère que ce n'était pas trop complexe comme réponse. That is my thinking around some of this. Mais voilà ce que je pense sur cette question-là. Oh, I have a question. Mm-hmm. Is it possible that the animals can evolve? Can evolve? Yeah, can evolve. Okay. Would you like to translate that too? J'ai une question. Est-il possible que les animaux évoluent? If Est-ce yes, que les animaux peuvent évoluer? What's gonna happen if they can evolve? If they can evolve, what's gonna happen? Et que va-t-il se passer si les animaux évoluent? So, I think it's important to understand that every different species has a different capacity for evolution.
Some species can change very fast and evolve very quickly and deal with a lot of different circumstances. And we can call these species generalists. I mean, this is a word in ecology that people use to describe species like that. Il est important de comprendre que chaque espèce est capable d'évoluer. Chaque espèce est capable d'évoluer. Ça peut se faire de manière différente. Et ce sont ces espèces-là qu'on appelle les espèces généralistes. But then other species cannot really change very quickly at all. There are various complicated reasons for this genetically. They can't evolve quickly. And their requirements or their ecological niche, we say, is very limited. We call these species specialists. Donc la première catégorie d'espèces qui est capable d'évoluer, l'espèce généraliste, c'est des espèces qui peuvent évoluer rapidement. La deuxième catégorie, c'est la catégorie d'espèces qui ne peut pas évoluer rapidement. On les appelle les espèces spécialistes. So as we see climate breakdown proceeding, there will be some species, mostly these generalists, that will do very well. There will be some species that will succeed. They will cover more of the earth. Their numbers will go up. They will go up, and we're already seeing some of this. But generally speaking, and again, it's general. It's not. There are exceptions to everything. But generally speaking, specialist species are in real trouble because they cannot change fast enough to deal with the changes that we're seeing now. À mesure que l'effondrement climatique dont je parle va se produire, les espèces généralistes, donc celles qui peuvent évoluer de manière rapide, s'en sortiront. Le nombre d'individus va continuer de croître, mais les autres, les espèces spécialistes vont diminuer au fur et à mesure que nous avançons dans le temps. I think it's important to understand if we look at deep time, if we look at the history of life on Earth, if we go back hundreds of millions of years, billions of years into the history, looking at the fossils, as many scientists have done, there have been about 6 episodes in deep history of what are called mass extinctions, where enormous numbers of species went extinct in a very short space of time. Okay, and one of these mass extinctions was when the big meteorite hit the Earth and the dinosaurs went extinct. That is one of those eras. Si nous remontons dans l'histoire, il y a des centaines de milliers d'années ou des milliards d'années, je dois dire qu'il y a eu 6 épisodes d'extinction de masse. Et l'un des épisodes les plus marquants, c'est quand la météorite a frappé la Terre et a causé l'extinction des dinosaures. But when we look at these episodes of mass extinction, I say we, when scientists look at these episodes of mass extinction, many of these very rapid climate changes that resulted in huge ecosystem change and mass extinction, they took place over a period of 50,000 or 100,000 years. In geological time, this is nothing, right? 50,000 or 100,000. If you look in the rocks, that is nothing. That is a very rapid change. But that change that taking place, temperature increases over 50,000 or 100,000 years, was enough to wipe out huge numbers of species. Now we must understand that at the rate that we are putting thermal energy trapping gases into the atmosphere, we will be heating the Earth in about 300,000 years, the same amount of temperature rise that was seen in 50 or 100,000 years in previous episodes of mass extinction. So if we look through deep time, we really are changing the climate now incredibly rapidly.
it's very difficult for us to see because our lives are so short, as people, and we judge things according to our lives. But when you start looking at it in the context of geological time, of rocks, what we are doing now is completely radical. It's absolutely unbelievable, actually. Vous savez, lorsque nous observons les données, enfin quand je dis nous, je dis les scientifiques, ils disent qu'il y a 50 000 ans, entre 50 000 et 100 000 ans, la montée des températures a décimé toutes les espèces sur la surface de la Terre, et cela a causé en fait l'extinction de ces espèces. Et ce que nous faisons actuellement en termes d'émissions de gaz à effet de serre change rapidement en fait notre environnement, et cela va affecter les espèces qui sont actuellement sur la Terre. C'est vrai que bon, nous avons une espérance de vie assez courte, donc on ne peut pas forcément voir la rapidité avec laquelle notre environnement est en train de changer, mais d'un point de vue géologique, en observant les roches, on se rend compte qu'aujourd'hui, ces changements s'opèrent très rapidement par rapport à ce qui s'est fait pendant d'autres épisodes dans l'histoire. Do we have any more questions, or are we out of time? D'autres questions? Est-ce qu'il nous reste encore du temps? Alors, en fait, on va devoir libérer cette salle pour un événement qui a lieu juste après. Donc, ce que je vous propose, c'est... on a ouvert la salle 100 en bas pour continuer les discussions avec ceux qui sont intéressés, pour poser leurs questions à Adam, que je remercie sincèrement, chaleureusement, pour son exposé vraiment brillant. Merci beaucoup. Okay, thank you. And thank you for your patience with the translating everything.